Un matin de 1918, sur les docks de Baltimore aux États-Unis, l'alarme est donnée. L'USS Cyclope a disparu en mer. Ça fait des jours qu'on l'attend, avec sa cargaison de 11 000 tonnes de mangazen et son équipage de 300 personnes, mais rien. On lance des recherches, mais les marins ont peur. La zone serait hantée. Certains y auraient vu des bateaux fantômes complètement abandonnés, à la dérive sur ces eaux mystérieuses. Du Cyclope, on ne retrouvera rien. Ni la cargaison, ni un survivant, ni l'épave du navire. Il s'est volatilisé. Mais que lui est-il arrivé ? Attaqué par un navire allemand, une mutinerie, explosion de la cargaison, ou bien coulé par un poulpe géant, enlevé par des extraterrestres, emprisonné dans l'Atlantide, car l'USS Cyclope a disparu alors qu'il naviguait dans le mythique Triangle des Bermudes, une zone allant de la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Des navires et des avions y ont disparu, le matériel de navigation s'y dérègle. Encore aujourd'hui, c'est arrivé à un bateau en 2020 avec ses 20 passagers. Il a juste à laisser trace. Probablement l'endroit le plus dangereux où naviguer. Mais cette réputation, elle est assez exagérée. On a déjà retrouvé des épaves. L'ESS Cotopaxi, disparu en 1925, est localisé 95 ans plus tard. Et il y a des explications pour les autres. Le courant du Gulf Stream qui entraînerait les débris loin de la zone de naufrage, des tempêtes brèves mais dévastatrices, des remontées de méthane qui trouent la coque des bateaux, ou des erreurs humaines. Et surtout, le triangle est loin d'être la mer la plus dangereuse. D'autres ont englouti plus de navires, ont des climats plus rudes, sont sillonnés par des menaces plus grandes que les aliens. Voilà, aujourd'hui, on vous emmène sur les océans les plus dangereux du monde. Il y rôde de terribles menaces comme des bouteilles de soda. Attends, c'est censé me faire peur, ça? Oui, parce que c'est un véritable fléau pour les animaux comme nous. Mais on détaillera ça plus tard. Retenez juste qu'il est urgent de tout changer, mais sans arrêter de se faire plaisir, évidemment. Ta prochaine réplique est: la solution Game Changer, c'est une alternative plus saine. Oli. La solu... Mais quoi ? J'ai lu dans ton esprit, et mes capacités ne s'arrêtent pas là. Je peux deviner tes saveurs préférées. Hydratation, pour aider les sportifs à récupérer sans remplacer l'eau. Non. Ice tea, et plus précisément, thé vert citron matcha menthe. Mais comment tu fais ça ? Je n'ai toujours pas fini. Tu as commandé un pot Oli Énergie, goût grenade, équivalent à 50 canettes. C'est le réflexe économique et écologique pour les amateurs d'énergie drink. Ni taurine, ni sucre ajouté, que des vitamines et la New Caf sans crash post-caféine. À consommer avec modération, hein. Un shaker par jour et seulement pour les plus de 16 ans. Ok, j'ai compris, t'as vu la sponsor sur Technotrash, c'est ça ? Oli sont de retour sur les chaînes Trash avec une de leurs nouvelles pauses gourmandes sans sucre, des milkshakes. Ultra facile, il y a juste à verser la poudre dans le lait de votre choix et pouf, une boisson onctueuse et faible en calories. Pour trouver votre saveur préférée, faites comme nous, rendez-vous sur le site et choisissez le pack découverte de luxe. 57 échantillons et un shaker à prix réduit grâce au code TRASH et TRASH5. Le lien est en description. La mer du Nord. Est-ce que vous traînez sur le hashtag thalassophobie de TikTok? Si oui, vous avez déjà vu des images de la mer du Nord, des vagues gigantesques, des navires qui tanguent et des marins minuscules face à l'océan, le tout avec des ralentis et une musique lugubre. Ouais, c'est l'angoisse. Une mer peu profonde, 700 mètres maximum, soit moitié moins que la profondeur moyenne de la Méditerranée. Il y a même une banque de sable en plein milieu, le Dodger Bank à 20 mètres en moyenne sous le niveau de la mer. Peu profonde veut dire des courants plus forts et une mer agitée, où les vents sont violents. Même sur la côte, t'es pas forcément à l'abri. En 1703, 300 navires de la flotte anglaise accostés au sud de l'île sont emportés par une tempête dévastatrice. 8000 marins sont morts. Même la Tamise déborda, détruisant des milliers de maisons sur ses rives. En 1953, un raz-de-marée a dévasté les Pays-Bas, l'Angleterre et la Belgique. De l'eau à 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, des brèches dans des dizaines de digues, des kilomètres de terre rendus stériles par le sel. Près de 2000 victimes noyés ou emportés. La mer du Nord est un véritable cimetière de navires, théâtre de la plus terrible bataille navale de la Première Guerre mondiale, plus de 8500 morts, 25 bateaux anglais et allemands coulés. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1000 épaves au fond de l'eau. Et ça pose problème. Certaines ont toujours leurs munitions et leur carburant, ce qui est une vraie menace pour la biodiversité. Pour donner une idée, de l'autre côté du globe, un navire bombardé à Pearl Harbor déverse encore du pétrole aujourd'hui. Plus de
de 80 ans plus tard. Les épaves de la mer du Nord sont donc étudiées et préservées avec la plus grande précaution. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre catastrophe, l'accident de la Piper Alpha en 1988. Pas un navire, mais une plateforme pétrolière. Une explosion déclenche un incendie, l'équipe de jour meurt tous dans leur cabine. L'équipe de nuit à l'extérieur n'a pas le temps de sortir les canaux de sauvetage, les flammes de 200 mètres empêchent les hélicoptères de les secourir. Pas le choix, ils sautent à la mer, un plongeon de 60 mètres de hauteur. Au bout de 2 heures, la plateforme en feu sombre au fond de la mer. Le pétrole brûlera pendant 3 semaines. Sur les 226 hommes présents, seulement 61 survivent. Aujourd'hui, la technologie limite les pertes. Elle annonce les tempêtes et l'accident du Piper Alpha a permis de renforcer la sécurité sur les plateformes pétrolières. Les accidents sont en réalité assez rares, contrairement à ce que vous laissent penser les trends TikTok. Ça n'empêche pas complètement les collisions, comme en mars 2025 dans le brouillard, où un cargo a heurté un pétrolier amarré à quai. Un disparu, le reste de l'équipage est sain et sauf. Le Cap Horn et le passage de Drake. Un rocher perdu au bout du monde, au pied duquel plus de 800 navires ont été avalés par les flots. Le Cap Horn est l'une des zones de navigation les plus dangereuses du globe. Situé au bout de l'Argentine, dernière terre avant l'Arctique, l'océan Pacifique et Atlantique s'y rencontrent. Le courant circumpolaire antarctique tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, traverser le Cap Horn se faisait souvent contre des vagues de près de 30 mètres de haut et des vents à plus de 100 km/h. Une lutte de tous les instants. En 1905, parti de l'Europe, le Susanna essaie de passer pour rejoindre le Chili. Il y restera bloqué dans une tempête pendant 99 jours. À son arrivée sur la terre ferme, 8 hommes tenaient encore debout. Les autres avaient leurs membres cassés ou étaient atteints du scorbut et du typhus. Un autre navire, le Bounty, devait le traverser pour atteindre Tahiti. On préféra faire demi-tour et faire plus de 50 000 km plutôt que d'affronter le Cap Horn. Mais si la traversée est si compliquée, pourquoi ne pas juste décaler légèrement la route vers le sud? Parce qu'alors, les bateaux sont pris dans le passage du Drake, un bras de mer de 1000 km entre l'Argentine et l'Antarctique, en plein dans les 50e hurlants, surnom donné à la zone du globe entre la 5e et 60e parallèle. Un dicton dit, sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus de Dieu. Ici, le courant circumpolaire antarctique n'a plus aucune terre, aucun obstacle pour le ralentir. Il y est 5 fois plus puissant que le Gulf Stream, 100 fois plus que le fleuve Amazon. En 1819, le San Telmo se retrouve pris dans le passage. Il devait ravitailler les troupes espagnoles au Chili. Une vague brise sa coque. L'équipage de 644 hommes disparaît en mer. Le naufrage le plus meurtrier du Drake et le dernier à ce jour. Aujourd'hui, des bateaux de croisière sillonnent régulièrement cette zone pour amener les touristes voir les pingouins en Antarctique. Même le Cap Horn, aujourd'hui, c'est devenu un point de passage mythique du Vendée Globe, une course à voile qui fait le tour du monde. Les navigateurs restent quand même en alerte. Je dois reconnaître que j'ai tremblé, c'était un chaudron infernal. Certains chavirent quand même, c'est le cas de Gary Roof, qui disparaît en mer à proximité du cap. Une de ses concurrentes brave une tempête pour essayer de le secourir, en vain. On ne retrouve les débris de la coque de son voilier qu'1 an plus tard. Malgré leur taille, les croisières se brisent parfois contre les murs d'eau du Drake. En 2020, une vague fait voler en éclats les fenêtres des cabines du Viking Polaris. Les flots emportent une femme de 62 ans dans leur profondeur, où elle repose, probablement pour toujours. La mer méridionale de Chine. 12 morts et un cargo scié en deux. Ça te donne l'idée de la puissance des typhons dans cette zone du globe. Pourtant, il y a du trafic dans le coin. Plus de 20% du commerce mondial maritime passe par le détroit de Malacca, apportant le pétrole à l'Asie de l'Est, avec la Chine en tête. Ces eaux sont aussi riches en ressources, notamment en poissons, essentiels pour les 10 pays côtiers. Si tu te souviens de tes cours de géo, les ZEE, c'est le territoire d'un État sur la mer qui le borde. Il peut y exercer sa souveraineté et exploiter ses ressources, jusqu'à 370 km après les côtes. Or ici, t'es dans un mouchoir de poche. Tout se superpose et tout le monde a des revendications. On veut sa part du gâteau en pétrole et poissons. Mais comment légitimer sa revendication par rapport à son voisin? Eh ben en générant de nouvelles ZEE. Comment? Eh ben en s'accaparant des îles. Et ça tombe bien, il y en a plein. Enfin, des îles, pas vraiment. Il y a bien Taïwan et Hainan, mais sinon, le reste est majoritairement des archipels d'atolls bas. Il y a tellement de bancs de sable ou de récifs dans le coin qu'on n'arrive pas à tous les repérer. Il peut y en avoir sur une carte, mais pas sur une autre, donc la navigation y est infernale.
Ok, mais qu'est-ce que ça change? Une île, c'est une île, même si c'est juste un petit bout de terre au milieu de l'eau. Eh ben, pas si tu veux qu'elle génère une ZE. Sinon, n'importe qui peut pointer un petit rocher qui sort à peine la tête de l'eau et dire « Allez, maintenant, tout ce qu'il y a autour est à moi ». Il faut que l'île puisse être occupée ou habitée. Et ça, sur des bancs de sable ou des rochers submergés à marée haute, bah c'est compliqué. Sauf si t'es malin. Et y a pas d'île, tant pis, on a qu'à en construire une. Tu connais la Grande Muraille de Sable? Un projet chinois de construction d'îles artificielles dans l'archipel de Spratly. Plus de 13 km² à aménager. Mais c'est pas la seule. Ses voisins s'y sont aussi mis, avec plus ou moins d'originalité. En 1999, un navire philippin datant de la Seconde Guerre mondiale s'échoue sur l'atoll du Second Thomas. Un accident dû au relief dangereux? Pas du tout. C'était volontaire. C'est même une réponse à l'occupation forcée de la Chine sur un autre récif pas loin. Elle y a construit en douce des installations militaires en les faisant passer pour des abris de pêcheurs. Plutôt que de déclencher un conflit, les Philippins ont préféré faire naufrage et pouf, c'est devenu leur île avec sa propre zone économique exclusive. Le navire est toujours échoué aujourd'hui, il n'a pas bougé et la Chine laisse faire? Bah ouais. Enfin, c'est vrai que l'année dernière, elle s'est octroyé le droit d'arrêter des pêcheurs étrangers qui ne respectent pas ses propres eaux territoriales, et comme elle a son propre récif pas loin, ça n'a pas manqué, des gardes-côtes chinois ont arrêté des navires philippins venus ravitailler l'atoll Second Thomas. Alors ravitailler, mais pourquoi? Pour entretenir le navire. Il est vieux, il tombe en morceaux, et le jour où ça arrivera, les Philippines n'auront plus de souveraineté dans la zone. Et ça, la Chine le sait. Il n'y a pas des tensions qu'avec les Philippines, ça arrive aussi avec le Vietnam. Parfois, l'équipage est sévèrement blessé, mais on évite toujours le conflit armé. C'est un peu une nouvelle guerre froide. Le golfe d'Aden. Si je dis pirate, à quoi tu penses? Des combats de sabre sur des grands navires en bois, avec un décor tropical, des tirs de canon, des coffres pleins d'or, la camaraderie, la liberté. Enfin, l'imaginaire classique de l'âge d'or de la piraterie du XVIIe au XVIIIe siècle. Pourtant, les pirates n'ont pas disparu. Il y a eu une sorte de revival en Afrique. Golfe de Guinée, mais surtout dans le golfe d'Aden, autour de la Somalie. En 2011, 56% des attaques de bateaux ont été menées par des pirates somaliens. Et leur mode opératoire a rien à voir avec l'image d'Épinal. Une poignée d'hommes armés sur une embarcation petite mais rapide qui arbore des gros cargos de marchandises. Tiens, en mars 2025, dans le golfe de Guinée, 3 gars ont pris d'assaut un bitumier et enlevé 10 des 18 membres de l'équipage. Pourquoi? Pour demander une rançon, parfois à plusieurs millions de dollars. Le 25 septembre 2008, une cinquantaine de pirates somaliens capturent un cargo, le Feina. Ils menacent de faire exploser le navire, l'équipage et eux avec si la rançon n'est pas versée. Problème, la cargaison du bateau n'est pas anodine. À son bord, il y a des missiles et 32 tanks. L'équipage est enfermé dans une pièce, bien traitée, mais au bout de plusieurs mois, certains tombent malades, donc la tension monte. Le capitaine meurt d'une crise d'hypertension, certains fomentent une révolte, ils échouent. Au final, ils sont relâchés au bout de 5 mois contre 2,5 millions de dollars. Les pirates abandonnent le navire sans toucher à la cargaison. Bizarre, non? Ils ont des armes à portée de main et ils ne s'en servent pas. Dans une interview, les pirates révéleront qu'ils n'ont pas volontairement ciblé ce navire pour sa cargaison. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des tanks à bord. En réalité, ils n'ont pas d'objectif militaire. Leur but n'est pas de tuer, de leurs mots, ils se considèrent plus comme des patrouilleurs des mers. Ces criminels de la mer étaient à l'origine de simples pêcheurs. La Somalie est un pays instable, prise depuis des décennies dans une guerre civile qui n'en finit pas. Les habitants sont livrés à eux-mêmes et les puissances étrangères profitent de cette instabilité. Pêche illégale et déversement des déchets dans les eaux territoriales. Donc si t'es pêcheur et que tu vois des étrangers piller et polluer ta mer alors que ton gouvernement ne fait rien, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, certains prennent les armes pour se faire justice eux-mêmes. Alors, faut pas faire dans le cliché, ce sont pas des Robins des bois contemporains qui redistribuent la rançon à la population. La piraterie africaine, c'est un crime organisé avec des hommes d'affaires qui investissent dans le matériel et les armes. C'est à eux que les pirates reversent l'argent. Pourtant, ces criminels sont appréciés, voire soutenus par une partie du peuple. Ils avaient même leur propre ville-refuge, l'équivalent du Tortuga de l'époque, la petite bourgade de El, surnommée la capitale des pirates. Elle-même se trouve dans le Puntland, une région autonome du pays, ce qui rendrait difficile le travail de la police et l'arrestation des criminels. Pourtant, la piraterie a bien diminué dans la région au cours des années 2010, grâce à une collaboration internationale. Le golfe d'Aden, c'est comme le détroit de Malacca. Une grosse partie du commerce mondial passe par là, donc pas le choix, fallait agir.
L'Union européenne a notamment mis en place l'opération Atalante, patrouille, escorte de navires, et les anciens pirates se sont même repentis en faisant don de leur fortune et de leurs propriétés à des œuvres de charité. Ils font également de la prévention auprès des jeunes pour les dissuader de prendre la voie de la criminalité. Mais depuis quelques années, la piraterie a de nouveau le vent en poupe en Afrique. 0 attaque entre 2020 et 2022, mais 6 en 2023 et 22 l'année dernière. La cause, elle reste la même. Des communautés locales spoilées face à l'exploitation abusive de leurs ressources par des puissances étrangères. Le mal a été endigué, mais pas le contexte. L'histoire est donc peut-être amenée à se répéter. La Méditerranée. On a déjà largement parlé de la Méditerranée dans une autre vidéo. La mer où tu te baignes pendant les vacances d'été. Pourtant, est-ce que tu savais que c'était la mer la plus polluée du monde? Quand on parle de déchets et d'océans, généralement on pense au 7e continent. Une gigantesque étendue de plastique au nord de l'océan Pacifique, découverte pour la première fois en 1997. Les courants marins font tournoyer sans fin des déchets qui s'amalgament entre eux et créent cette plaque de cauchemar. Problème, le plastique ne se désagrège pas. Avec le soleil et le sel, il se détériore en microplastique. Un vrai fléau pour la faune qui le mange. Il y a cette célèbre photo d'albatros éventré, plein de détritus. Paradoxalement, ce continent plastique abrite sa propre biodiversité. Mais des espèces qui n'ont rien à faire ici, souvent charriées depuis les côtes, sont piégées par les déchets. Parce que tout ce plastique ne pousse pas comme ça en pleine mer. Ce sont des bouteilles, des emballages de nourriture, du matériel de pêche. Bref, tout ça dû au tourisme de masse ou à l'exploitation intensive des océans par les humains. Quelle taille ça fait? Alors en vrai, il n'y a pas qu'un vortex de déchets dans l'océan. Il y a quelques années, on estimait que le plus grand faisait 3 fois la taille de la France. Et il a continué de s'étendre depuis. Il regrouperait des milliers de tonnes de plastique. Selon un rapport de 2018, ce n'est rien comparé à la Méditerranée. On y trouverait 1,25 million de fragments de plastique par kilomètre carré, c'est 4 fois plus que sur le continent plastique. Après la Chine, l'Europe est le 2e plus gros producteur de plastique au monde. Turquie et l'Égypte rejettent aussi énormément de déchets. À tel point que dans la fosse Calypso, le point le plus profond de la Méditerranée, des chercheurs ont retrouvé 167 objets majoritairement en plastique. Tout ça encore une fois à cause du tourisme de masse. Les canettes, les mégots de cigarettes, la crème solaire. Alors que faire? Certains sont radicaux, comme la Corse qui lutte contre le tourisme en instaurant des quotas de visiteurs par an. Tu peux aussi ne pas laisser tes déchets traîner sur la plage. Mais surtout, il faut réduire notre consommation de plastique. Et ça, c'est surtout au gouvernement et aux entreprises de s'activer. Tu peux dire que ça ne te concerne pas, que toi l'été t'es plutôt team montagne ou campagne, mais en réalité, cette pollution, elle se retrouve dans ton assiette. Les particules de microfibres ont été ingérées par le poisson que tu as mangé vendredi dernier, avec des complications médicales derrière. Cancer, allergie... L'océan est autant une source de vie que de peur. Il nous nourrit, nous lie, nous l'explorons malgré les dangers. Aujourd'hui, le progrès technique a permis de limiter les accidents et les drames en mer, nous permettant de l'exploiter comme jamais auparavant. Et cela sans prendre en compte son équilibre fragile. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il gagnera toujours. Il y aura toujours une vague assez forte pour t'emporter au large, une tempête assez puissante pour briser nos navires. Son niveau augmente, il engloutira nos villes, peu importe nos efforts pour le contenir. Et longtemps après que nous aurons disparu, il sera toujours là. Alors respectons-le et trouvons un moyen de vivre en harmonie avec lui, le temps de notre passage sur cette planète.